Donc, dans le cadre des séminaires du projet fédérateur infrastructure et transition énergétique de l'université Gustave Eiffel, nous sommes ravis d'accueillir Jean-Baptiste Fressoz. Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences, des techniques et de l'environnement au CNRS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, L'événement anthropocène, La Terre, l'histoire et nous, avec Christophe Bonneuil, et son dernier livre est Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique entre le XVe siècle et le XXe siècle, avec Fabien Locher. Donc, le titre de sa présentation est Pour une histoire des symbioses énergétiques et matérielles, et je lui laisse la parole. Bonjour, merci Pierre-Olivier, merci pour cette invitation. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des travaux en cours, c'est-à-dire c'est comme ça vient d'être dit, j'ai jamais publié vraiment encore de travaux importants là-dessus, donc c'est vraiment des travaux en cours. Je voudrais tester des idées, voir ce que vous en pensez. Voilà. Donc, le point de départ de la réflexion, c'est l'impression qu'on n'a pas une histoire de l'énergie qui soit satisfaisante. On a une histoire de l'énergie qui est, à mon avis, beaucoup trop centrée sur l'idée de transition. Et je pense que ça induit aussi des biais sur la façon dont on comprend les défis contemporains. Et d'une certaine manière, j'ai envie de dire, c'est plutôt dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est-à-dire, depuis les années 70-80, les historiens de l'énergie ont été beaucoup trop perméables à un discours qui vient en fait des problèmes énergétiques qui se posent, hein, surtout à partir des années 70. La question, c'est évidemment la crise énergétique et la transition énergétique aux États-Unis. Et cette manière d'envisager ce problème a surdéterminé, à mon avis, la façon dont on raconte l'histoire de l'énergie. Donc, c'est un petit peu ça l'argument que je voudrais défendre aujourd'hui. Et puis proposer d'autres terrains pour l'histoire de l'énergie. Déjà, il faudra, à mon avis, sortir simplement du prisme énergétique et prendre en compte les flux de matière. C'est pour ça que j'avais proposé une histoire des symbioses énergétiques et matérielles, parce que ce qui importe, c'est la matière dans sa généralité et pas simplement les matières liées à la production d'énergie. Donc, le point de départ, c'est vraiment une forme d'insatisfaction historiographique. Je vais vous mettre ma présentation en espérant que ça marche. Est-ce que vous voyez là ce que je vous montre? Oui? Oui, très bien. Très bien, ok. Donc, ça, c'est des titres récents, enfin récents ou moins récents sur l'histoire de l'énergie. Je dirais qu'il y a un point commun, c'est vraiment ce prisme de transition, c'est-à-dire l'idée qu'on passe d'un système à un autre, avec une vision assez discontinuiste entre ces différents systèmes. Alors, ça va des travaux anciens, par exemple, si vous prenez Techniques and Civilization de Lewis Mumford, il contraste la phase paléotechnique, c'est le charbon, avec la phase néotechnique qui est l'électricité, les alliages, d'autres techniques énergétiques. On retrouve aussi la thématique de la transition dans le livre de Bruce Podotnick, qui est très bien hein, par ailleurs, mais vraiment l'idée c'est un passage de système énergétique à un autre. Quand on regarde le livre, par exemple, euh, qui est sans doute ce qui se mieux en ce moment, celui de Astrid Kander, Paolo Malamina et Paul Ward, Power to the People. C'est un livre, c'est impressionnant. Ils ont vraiment un travail quantitatif remarquable. J'y reviendrai après dans la suite de l'exposé parce qu'on peut aussi discuter ce travail quantitatif, mais il y a vraiment un effort de quantification absolument remarquable. Mais ils peuvent écrire, par exemple, que l'électricité, c'est une grande transition énergétique. Alors évidemment, ça fait que accroître la consommation de charbon, que le pétrole aussi, c'est une transition énergétique, alors que le pétrole ne réduit pas la consommation de charbon. Voilà, donc on a vraiment ce mot de transition et cette vision de l'énergie comme quelque chose qui transite, qui est omniprésent dans l'historiographie. Un autre exemple frappant, je trouve, c'est le livre de Tim Mitchell, Carbon Democracy, Political Power in the Age of Oil. C'est un livre qui avait fait grand bruit en sciences humaines et sociales il y a quelques années. C'est sorti en 2010, 2011, je ne sais plus. Et il avait une thèse qui m'avait fortement impressionné au départ. C'était de dire, finalement, à la fin du 19e siècle, le charbon est absolument crucial dans l'économie et c'est ça qui donne un grand pouvoir aux syndicats de mineurs et qui donne un grand pouvoir finalement à la contestation sociale et c'est ça qui explique les grandes avancées de la démocratisation de masse à la fin du 19e siècle. Et le pétrole, ce serait une manière de contourner le mouvement ouvrier
au cours du XXe siècle. Alors, c'est une histoire encore qui est intéressante parce que ça essaye de relier l'histoire de l'énergie et l'histoire du pouvoir et l'histoire sociale. Cela étant, quand on y réfléchit, ça ne fonctionne pas parce que, évidemment, la consommation de charbon ne fait que croître au cours du XXe siècle. Donc voilà, c'est vraiment cette vision transitionniste qui est omniprésente. Même les plus sceptiques sur la possibilité de faire une transition, je pense à Václav Smil, qui est sans doute celui qui fait un des travaux les plus, comment dire, les plus intéressants sur ces questions-là en ce moment. Energy Transitions, Global and National Perspectives, quand vous lisez, il est très sceptique sur la possibilité de faire une transition rapide vers les renouvelables. Par contre, il est convaincu que dans le passé, il y a eu des grandes transitions énergétiques, que la révolution industrielle, c'est une transition énergétique, que le pétrole, c'est une transition énergétique. Et sans doute, historiographiquement, le livre le plus important, c'est le livre de Wrigley, The Path to Sustained Growth. Il a aussi écrit Energy in the Industrial Revolution, qui a été très important aussi pour ancrer un schéma transitionniste où on passe d'une économie organique à une économie fossile, une économie minérale pendant la révolution industrielle. Donc c'est vraiment cette histoire de l'énergie très focalisée sur cette notion de transition que je voudrais discuter dans cette présentation. Alors, la notion de transition, au départ, elle naît vraiment, je dirais, sur la scène médiatique internationale en 1977, le 18 avril même 1977, avec un discours de Jimmy Carter. En 1977, on est 4 ans après le choc pétrolier, 4 ans après les files d'attente dans les stations-service aux États-Unis. Et Jimmy Carter veut lancer un grand plan énergétique de transition. Et il fait un grand discours. Alors, ce qu'est la transition dans la bouche de Jimmy Carter à ce moment-là, c'est expédié un peu vite, ça reste un peu flou, mais c'est principalement le charbon. Il explique qu'il faut retourner au charbon, en gros. Les renouvelables, le solaire en particulier, c'est tout sauf le pétrole moyen-oriental. Donc, c'est vraiment une question d'indépendance nationale et énergétique, de souveraineté énergétique. Mais ce qui est frappant dans son discours, c'est qu'il s'ancre dans une histoire. Il explique, voilà, depuis 2 siècles, les États-Unis ont connu 2 transitions énergétiques, l'une du bois au charbon et l'autre du charbon au pétrole. Alors, je me suis intéressé à l'émergence de cette notion transition énergétique. Le point important, c'est que dans le vocabulaire, elle fonctionne avec crise énergétique. C'est-à-dire que dans le texte de Jimmy Carter, la transition énergétique, c'est la solution à la crise énergétique. Donc, d'une certaine manière, dès le début, transition énergétique, ça a vocation à rassurer. C'est une manière de dire qu'on a des moyens technologiques, industriels pour résoudre la crise énergétique, qui était une véritable angoisse à partir de 1973 aux États-Unis. L'invention de ce mot, transition énergétique, elle remonte à quelques années auparavant. En 1969, c'est un physicien nucléaire, et c'est intéressant que ce soit un physicien nucléaire d'ailleurs, parce que évidemment, energy transition, ça désigne d'abord dans la physique nucléaire le changement d'état d'un électron autour d'un atome. Donc, c'est probable que ce soit ce terme de physique nucléaire qui ensuite était transféré dans le discours énergétique plus général. Et d'ailleurs, pour beaucoup de personnes, en particulier en Europe et en France, la transition énergétique, ça va être le nucléaire. C'est moins le cas aux États-Unis, même s'il y a aussi évidemment des lobbies pro-nucléaires aux États-Unis. La transition énergétique, vraiment dans les années 70, fin des années 70, sous Carter et encore plus sous Reagan, c'est vraiment le retour au charbon. Bref, donc ce Harrison Brown, qui est vraiment une figure majeure de l'histoire des sciences de la guerre froide aux États-Unis, qui est un néo-malthusien, comme beaucoup de savants américains, à vrai dire, dans les années 60-70. Il écrit ce texte sur la transition énergétique, contexte d'un discours sur la transition démographique. C'est dans un livre sur le contrôle de la population, le contrôle des naissances, pardon, qu'il introduit cette notion. Et ce qu'il dit finalement, c'est la croissance démographique peut être résolue par une transition énergétique. Et il explique que le charbon a augmenté la capacité de charge de la planète au XIXe siècle et au XXe siècle, et que le nucléaire augmentera massivement la capacité de charge de la planète.
Donc, c'est un néo-malthusien, mais si vous voulez, pro-nucléaire et assez technophile. Donc, il est à la fois très inquiet sur la question de la croissance démographique, mais il dit, si vraiment on arrive à faire le choix résolu du nucléaire, alors dans ce cas-là, il y a des perspectives de croissance agricole absolument faramineuses, tout simplement parce que le nucléaire, par exemple, permettra de dessaler l'eau de mer, d'irriguer de vastes terres au Pakistan, au Moyen-Orient en particulier, avec ce projet de résoudre la crise moyen-orientale en faisant fleurir le désert grâce au nucléaire. Donc on est dans une vision à la fois néo-malthusienne, inquiète sur la croissance de la population, aussi inquiète sur la baisse des ressources, avec l'inquiétude du pic du pétrole qui est évidemment en filigrane, et puis une version pro-nucléaire. Donc c'est tout ça que ça décrit et que ça rejoint finalement la notion de transition énergétique. Même si, évidemment, je dirais que l'arrière-plan narratif qu'il y a derrière est très ancien, puisque je vous ai parlé de Lewis Mumford, hein, cette vision phasiste, l'idée qu'on passe de systèmes technologiques à d'autres, de systèmes énergétiques à d'autres, est extrêmement ancrée dans la culture, en particulier la culture anglo-saxonne. En vérité, c'est un discours qui est très anglo-saxon. L'idée qu'on vit à l'âge du charbon, à la fin du 19e siècle, est une banalité énorme. En fait, c'est un cliché, tout comme le début du XXe siècle, il y a énormément de discours sur l'âge du pétrole, l'âge de l'électricité, avec cette idée que les techniques révolues, les techniques bien établies, deviennent caduques et entièrement révolues quand les innovations telles que le pétrole ou l'électricité émergent. Donc à la fin du XIXe siècle, déjà, il y a cette idée qui s'ancre très fortement dans l'imaginaire culturel, mais je dirais que les vrais experts, les ingénieurs des mines, les géologues, les ingénieurs pétroliers, savent très bien qu'il s'agit dans une grande mesure d'une simplification. Que, évidemment, le pétrole ne remplace pas le charbon, que l'électricité augmente la consommation de charbon, c'est évident, enfin, je veux dire, ils le savent très bien. Ce qui est frappant, c'est comment, dans les années 70, cette trope basique et évidemment beaucoup trop simpliste devient un discours, enfin, s'insère dans le discours de l'expertise. Et la raison en est assez simple, c'est que c'est dans la futurologie, dans la prédiction, dans la futurologie énergétique, dans l'anticipation énergétique, que cette idée de transition prospère. C'est très net. Voilà, c'est très net. On le voit très bien dans les travaux qui sont menés alors au IASA. Alors le IASA, c'est intéressant, c'est une institution dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, mais qui était importante pendant la guerre froide. C'était une institution qui avait été établie près de Vienne, en Autriche, et y collaboraient à la fois des savants de l'Est et des savants de l'Ouest. Et le but du IASA, c'était justement d'étudier les grands problèmes globaux qui nécessitaient une collaboration Est-Ouest. De manière intéressante, Harrison Brown est l'un des pères fondateurs du IASA, puisque Harrison Brown était en fait à l'Académie des sciences américaines le patron de la coopération internationale, et donc il participe à la fondation du IASA. Il est physicien nucléaire, donc au sein du IASA, il monte un programme sur l'énergie. Et alors, je ne sais pas exactement si c'est lui qui recrute, mais en tout cas, c'est un collègue à lui, Cesare Malchetti, qui est un ingénieur, enfin qui est un physicien atomiste italien, qui mène les premiers travaux au sein de ce département d'énergie du IASA. Et Cesare Malchetti, il publie un article en 1973 qui est extrêmement influent, où il utilise un modèle de substitution qu'on appelle Fisher-Price. En gros, depuis les années 50, les, les, les technologues américains s'intéressent à la diffusion des technologies et ils montrent que pour l'essentiel des techniques, la diffusion suit des courbes logistiques. La fameuse courbe en S. On a d'abord une diffusion lente, ensuite une diffusion de plus en plus rapide, un point d'inflexion, et puis quand le marché sature, la diffusion devient plus lente. Et ça marche très très bien pour tout un ensemble de techniques de consommation, je ne sais pas, les frigidaires, la radio, la télévision, ça marche formidablement bien. Et Cesare Malchetti fait la même chose pour l'énergie. Et en utilisant ce modèle logistique, en fait, de diffusion logistique des techniques énergétiques, il arrive à produire ce genre d'anticipation. Il montre que bon, voilà, la consommation de charbon, alors c'est toujours en proportion, ça j'y reviendrai là-dessus, évidemment, on est en relatif. C'est la part de consommation du charbon dans le mix énergétique américain, la part de consommation du pétrole dans le mix énergétique américain, on est toujours en relatif, là, ça c'est un point important. Et il montre que ça suit très bien une courbe logistique jusqu'en 1970, jusqu'au moment où il publie son papier.
Et à partir de là, il se permet de faire des extrapolations sur la diffusion des technologies énergétiques futures. Et il arrive par exemple à des conclusions assez intéressantes et relativement étranges. C'est que, je ne sais pas moi, en 2020, le nucléaire représentera 80% du mix énergétique euh, américain, que le charbon aura entièrement disparu en l'an 2000 du mix énergétique américain. Donc, je dirais, mais ça, c'était assez toute l'histoire du phasisme, si vous voulez, dans l'histoire de la transition, dans l'idée qu'on passe d'un système à un autre. La futurologie, le discours de l'anticipation a toujours été extrêmement important. C'était le cas à la fin du 19e siècle dans toutes les utopies électriques qui s'imaginaient un monde sans charbon, même si on ne savait pas trop comment l'électricité était produite. Il y a énormément d'anticipation, à la fois de science-fiction, mais aussi par des sociologues. Pensez à Patrick Geddes, aussi un sociologue écossais, à Mumford, dont j'ai déjà parlé. Ils imaginent un monde sorti des paléotechniques, sorti du charbon, un monde qui tourne à l'électricité. Mais, si vous voulez, cette manière d'utiliser le futur pour imaginer des transitions et ensuite rétro-projeter cette idée de transition dans le passé se fonde avec ce genre de dispositif de recherche, grâce à la modélisation de la diffusion des techniques, se fonde de manière plus forte, évidemment, dans les années 70, au IASA, et puis pas que au IASA, parce que cette manière de penser l'énergie va se diffuser très, très fortement aux États-Unis. Vous avez ce genre de graphique, donc Marion K. Hubbert, le théoricien du pic du pétrole, il propose le même genre de représentation de l'histoire de l'énergie. Et ce qui fonde le discours de Jimmy Carter en 1977, c'est ce texte de US National Plan sur l'énergie donc de 1977, où vous avez une histoire de l'énergie très très particulière, où on a cette représentation en pourcentage qui renvoie à l'idée de grand basculement de systèmes énergétiques dans d'autres, les uns dans les autres. Donc voilà, c'est un petit peu, disons, la façon dont cette notion de transition s'est imposée. Alors évidemment, je n'ai pas besoin, j'imagine, de vous faire un dessin, mais la question a entièrement changé avec le changement climatique. Parce que l'enjeu dans les années 70, c'était l'indépendance nationale, la souveraineté énergétique américaine. Et donc, évidemment, réfléchir en relatif, c'était extrêmement intéressant et important. Si le pétrole n'occupe plus que 10%, je sais pas, du mix énergétique américain en l'an 2000, on pourra se dire que la question de l'épuisement du pétrole aux États-Unis sera un problème relativement résolu. Évidemment, quand on réfléchit pour le changement climatique, c'est la valeur absolue qui compte, puisque chaque molécule de CO2 s'additionne dans l'atmosphère, reste dans l'atmosphère pendant très longtemps, et donc c'est vraiment un phénomène purement cumulatif. Donc, il faut absolument réfléchir en valeur absolue, et quand on regarde en valeur absolue, c'est assez frappant de voir à quel point, évidemment, cette idée de transition s'évanouit et paraît manifestement pas adéquate pour décrire ce qu'il se passe. Quand, dans les années 70, on parle de transition, il faut bien voir qu'on parle de transition vers le charbon. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les futurologues avaient raison, puisque ce qui se passe à partir des années 70, c'est effectivement une très forte croissance du charbon dans les pays pauvres. Pensez à la Chine, qui dans les années 2010 consomme 4 gigatonnes de charbon par an, c'est-à-dire plus que ce que la France a consommé dans toute son histoire. Pensez aux États-Unis. Le pic du charbon aux États-Unis, c'est 2008, avec 1,1 gigatonne par an, beaucoup plus que l'Amérique de Roosevelt, si vous voulez. Donc, évidemment, le charbon n'est pas une énergie plus ancienne que le pétrole. Et donc, c'est vraiment, évidemment, l'histoire de l'énergie est une histoire d'addition énergétique. À l'échelle globale, il n'y a eu pour l'instant que des additions énergétiques. On verra si l'épidémie de Covid permettra de rompre avec cette loi historique, cette loi d'airain historique. Alors, je vais arrêter 30 secondes de partage pour me remettre. Attendez. Alors, j'ai un silence complet. Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est assez troublant, en fait. Ce serait bien si une personne pouvait me dire… Oui, on vous entend, c'est super. On entend très bien. C'est clair, ça va, je n'ai pas fait pour l'instant, c'est bon. Alors, comment, à mon avis, reprendre cette question de l'histoire de l'énergie? Bon, premièrement, il faut se méfier, à vrai dire, de la notion même d'énergie et se méfier des métriques que nous proposent les historiens d'énergie. Je vais vous donner un exemple assez précis
pour bien vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Il faut que je remette mon PowerPoint qui est là. Voilà. C'est les travaux qui font référence et qui sont excellents, mais qui ont une manière d'apprendre le problème qui est très particulière. Ce sont les travaux qui ont été menés par Paul Ward en particulier, qui est un historien moderniste qui a travaillé sur la quantification de l'énergie en Angleterre, mais pas que en Angleterre, qui ont été repris par Wrigley, Anthony Wrigley, qui est un petit peu la référence, si vous voulez, sur l'énergie et la révolution industrielle, et qui sont par exemple derrière repris aussi par Václav Smil, donc qui ont un impact sur la manière dont on comprend l'histoire de l'énergie chez les experts, chez les spécialistes de transition, qui est absolument majeur. Quand on voit les données ces données-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple, donc vous avez là la représentation, si vous prenez le diagramme de gauche, la représentation de la consommation énergétique. Alors, c'est en ordonnée, c'est une quantité d'énergie. J'arrive plus à me souvenir si c'est des millions de joules, mais bon, peu importe. J'aurais dû mettre les unités. Vous avez la consommation de l'énergie britannique, vous avez la consommation de l'énergie d'Italie par comparaison en 1961-70, donc c'est le tout petit rectangle là. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit une explosion de la consommation énergétique liée au charbon, c'est le gris clair. Et une disparition par exemple complète du bois. Dans les années, si vous prenez les années 1850, selon ces chiffres-là, le bois ne sert plus du tout dans le mix énergétique anglais. Vous avez ensuite à droite, toujours représenté en relatif, d'ailleurs c'est intéressant, vous voyez l'influence des manières de percevoir et de représenter l'évolution de l'énergie par les futurologues type Cesare Malchetti, comment ça se diffuse chez les historiens, c'est évidemment ce type de graphique-là qui s'impose. Vous avez par exemple des graphiques très impressionnants où on voit, alors je ne sais plus s'il y a la France, là, Sweden, Germany, non, il n'y a pas la France, mais en gros, il explique qu'en France, à partir des années 1850, le charbon est dominant, selon lui, dans le mix énergétique. Alors, c'est très spectaculaire. S'il vous plaît, je vous coupe, c'est juste, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran? Parce qu'en fait, là… Ah oui, mince, évidemment. C'est parfaitement Merci. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, des remarques, parce que, à vrai dire, c'est beaucoup plus vivant et les monologues face à son propre PowerPoint, c'est assez déprimant, donc n'hésitez pas. Ces graphiques-là, évidemment, font l'idée qu'il y a une transition énergétique. Enfin, c'est une réinterprétation de la révolution industrielle comme transition énergétique. Il faut savoir que les historiens, depuis fin des années 70, début des années 80, étaient très sceptiques sur la notion même de révolution industrielle. Les taux de croissance n'étaient pas si importants que ça à la fin du XVIIIe siècle, au moment où on pense que c'est vraiment le cœur de la révolution industrielle, les taux de croissance n'étaient pas si importants. Et de plus en plus, l'historiographie insistait plutôt sur les gains de productivité, sur ce qu'on appelle la révolution industrieuse, et beaucoup moins sur la vapeur et le charbon, qui semblait être une manière un peu dépassée, si vous voulez, de penser l'énergie. Il y avait aussi des travaux de cliométrie anglais qui montraient, par exemple, que l'Angleterre aurait pu connaître une croissance identique sans charbon jusqu'aux années 1860, où vraiment le charbon devenait, ou l'énergie devenait vraiment, si vous voulez, un goulet d'étranglement trop important pour l'économie pour envisager une croissance équivalente. Mais 1860, vous voyez, la révolution industrielle ou l'enrichissement de l'Angleterre par rapport aux autres pays a déjà été largement avancé, tout simplement parce que l'Angleterre avait accès aux ressources de la Baltique, au bois américain, au bois de la Baltique, etc. Peu importe, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais toujours est-il que, si vous voulez, l'énergie a restauré sur son trône le roi charbon, qui avait été largement délogé par les historiens quantitativistes qui travaillaient sur le PNB des années 70-80. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces courbes qui sont effectivement spectaculaires? Alors, il y a, à mon avis, un certain nombre de biais, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tout cas, des choix qui sont faits qui magnifient, qui augmentent l'importance du charbon, la révolution que représente le charbon. Je vais vous donner un exemple précis sur lequel j'ai travaillé un peu en profondeur, c'est la question de la lumière. La question de la lumière en France au XIXe siècle. Alors, pour faire de la lumière, pour s'éclairer au XIXe siècle, dans les années 1850-60, mettons, il y a deux possibilités. Si vous êtes riche et à Paris ou dans une grande ville, vous pouvez utiliser le gaz d'éclairage. Vous prenez un abonnement et on vous livre chez vous à travers un réseau de conduite un gaz qui vous permet de vous éclairer, ou alors vous utilisez des lampes à huile et des bougies. Quand on prend en compte l'énorme quantité de charbon que représente le gaz d'éclairage, on a l'impression qu'il y a une révolution énergétique. Le gaz d'éclairage, vous prenez du charbon, vous le chauffez très fort avec du charbon, ce gaz, vous le transportez dans des conduites, qui fuient d'ailleurs massivement au XIXe siècle, et ça produit une lumière.
la quantité de charbon consommée par le gaz d'éclairage est loin d'être négligeable. On est à 6% du charbon en France qui est entièrement consommé uniquement pour l'éclairage. Donc, si vous voulez, c'est des trillions de joules qui rentrent très bien dans ce genre de calcul. Si vous prenez la lumière organique, l'huile et les bougies, alors c'est bien simple, les historiens qui ont fait ce genre de graphique, ils disent bon, on ne les prend pas en compte, parce que c'est compliqué à quantifier, puis tenir la quantité d'énergie est très très faible. Dans une bougie, il y a très peu de kilojoules comparé à dans un kilo de charbon. Sauf que en fait, le rendement énergétique du charbon est tellement désastreux que ces trillions de joules rendent un service énergétique qui est très faible, comparé au service énergétique rendu par les bougies et les lampes à huile au XIXe siècle. Donc, je me suis un peu intéressé à, si vous voulez, quantifier ça un peu précisément en regardant le rendement du charbon pour l'éclairage en lumen, le rendement de l'huile des bougies, pareil en lumen. Alors, c'est assez facile de le faire, tout simplement parce que la question de la puissance de l'éclairage du gaz était une question cruciale qui était très bien étudiée par les physiciens parce que les compagnies d'éclairage s'engageaient à fournir une certaine puissance lumineuse mesurée en équivalent bougie ou en équivalent lampe Carcel, qui était une lampe à huile de bonne qualité. Alors, le résultat auquel j'arrive, dans les années 1870, en fait en 1812, parce qu'on a une enquête industrielle, donc on a beaucoup de données, on peut faire ces calculs-là. Le gaz d'éclairage représente au mieux un quart de la lumière en France. Et quand je dis au mieux, c'est parce qu'en fait, le gaz d'éclairage, pour près de la moitié, il est consommé à Paris. Et sur les 2 millions et quelques de Parisiens qui habitent à Paris en 1870, il n'y a que 200 000 abonnés au gaz. Donc, si vous voulez, le gaz est une affaire de bourgeois, de Parisiens, et une affaire aussi d'éclairage des magasins. Ça sert surtout à éclairer des marchandises, les grands magasins, etc. Et donc, puis les rues aussi, il ne faut quand même pas non plus négliger ça, mais la consommation privée est plus importante que celle des rues, beaucoup plus importante. Donc, si vous voulez, quand on prend en compte simplement ces mesures-là, le gaz d'éclairage joue un rôle très important dans l'augmentation du gris, si vous voulez, dans l'augmentation du charbon. Par contre, en termes de service énergétique, c'est tout à fait mineur, en fait. Et ce qui est très important pour l'histoire de la lumière au XIXe siècle, c'est dans le graphique en bas à gauche, c'est les importations d'oléagineux. Il y a une explosion de la consommation de lumière, enfin une explosion, j'exagère, mais une augmentation assez forte de la consommation de lumière en France à partir du milieu du 19e siècle, mais ce n'est pas du tout lié au gaz d'éclairage. C'est lié à l'importation des suies animaux, donc principalement des États-Unis, de l'Argentine et de Russie, et puis surtout des oléagineux tropicaux, en particulier de l'huile de palme. Et d'ailleurs, les grandes fabriques de bougies qui s'établissent au milieu du 19e siècle, elles vont des villes, là où il y a eu beaucoup de suies animaux, vers les ports où on importe des oléagineux tropicaux. C'est à Liverpool et à Marseille qu'il y a les plus grandes usines de bougies au monde. Et la production de bougies s'industrialise au XIXe siècle. On produit des bougies en masse, on produit des millions et des millions de bougies dans ces usines-là. Peut-être pas par jour, mais en tout cas, on produit des centaines de milliers de bougies par jour sans problème dans les grandes usines à bougies de Marseille ou de Liverpool. Donc, si vous voulez, si on prend l'histoire de l'éclairage, on a l'impression que l'histoire de l'énergie, dans ce secteur-là, mais ça ne vaut pas que pour ce secteur-là, c'est en fait une augmentation massive de l'énergie organique et puis une petite addition d'énergie fossile. Si vous prenez l'histoire de l'éclairage en général, vous avez une histoire où on passerait de la bougie et de la lampe à huile au gaz d'éclairage, puis évidemment à l'électricité. D'ailleurs, je me permets de vous interrompre. Bien sûr. Pour savoir si cette analyse s'applique aussi aux États-Unis, par exemple. Alors, aux États-Unis, j'ai moins travaillé là-dessus, mais alors oui, il y a énormément de production de lumière par des résines de pin. Et c'est le pétrole qui révolutionne tout, en fait. La vraie révolution de la lumière à la fin du XIXe siècle, ce n'est pas l'électricité, c'est la lampe à pétrole. Et d'ailleurs, ce n'est pas très étudié. On a très peu de gens qui travaillent sur ce genre de choses parce que ce n'est pas des grandes technologies très impressionnantes. En fait, c'est une sorte d'amélioration, enfin d'amélioration, non, de transformation de la lampe à huile. Et on met simplement un carburant qui est moins cher que l'huile. Alors en France, c'était le colza qu'on brûlait beaucoup, ou alors pour les lampes à huile principalement, mais il n'y avait pas que le colza. On remplace l'huile végétale par de l'huile minérale, mais si vous voulez, c'est une technologie assez basique, quoi. Évidemment, quand vous prenez les historiens de la lumière, ils vont vous étudier le gaz d'éclairage, puis l'électricité, la lampe à pétrole passe complètement à l'as, alors que c'est vraiment ça qui massifie et démocratise vraiment l'éclairage, en particulier à la campagne. Évidemment, il n'y avait à peu près que cette technique de la lampe à pétrole jusqu'à assez tard, en fait, jusqu'aux années 1920-30, en France, aux États-Unis, avant le grand programme d'électrification, on s'éclaire encore énormément à la lampe à pétrole.
Et je posais cette question parce qu'en fait, c'est l'histoire qu'on nous raconte, c'est que, parce qu'on est assez centré nous sur l'automobile Oui, et on nous raconte que donc aux États-Unis, l'automobile a pu se développer, bon, parce qu'il y avait des infrastructures, mais aussi parce qu'il y avait, dans toutes les villes américaines, des vendeurs de pétrole pour la lampe à pétrole et que finalement ça permettait aussi ces gens-là ont aussi après vendu le carburant pour l'effort de thé, quoi. d'accord. Alors ça, je ne sais pas. C'est une bonne, à vrai dire, il faudrait que vérifier ça. C'est Mais j'en sûr mets que pas ma main coupée, hein, je suis pas non, 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 historien et mais c'est sûr que non, mais ce qui est vrai, c'est que la consommation de pétrole pour l'éclairage, c'est pas négligeable, quoi. Par contre, c'est quand même beaucoup moins que, enfin, la voiture, c'est vraiment la voiture qui crée l'industrie pétrolière. Enfin, il y avait une industrie pétrolière avant, évidemment, pour l'éclairage, mais c'était tout petit comparé à ce qui se passe dans les années 20, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est pas une histoire trop continuée, il faudrait vérifier quand même. d'accord, Mais une fois encore, je n'ai pas travaillé directement là-dessus, donc vous en savez autant que moi là-dessus. Enfin, vous voyez, c'est pas, donc, je ne peux pas vous dire. Là, je vous donne un exemple précis pour vous. En fait, la question, ce n'était pas tant par l'histoire de l'éclairage que vous montrez, vous expliquez que ce genre de graphique, en fait, il y a des biais dedans. Et ce biais, il n'est pas que sur l'éclairage. Si vous prenez par exemple les machines à vapeur, en gros, comment on produit ce graphique-là? Les énergies renouvelables, par exemple l'hydraulique, on va prendre en compte les moulins, la puissance des moulins, multipliée par leur temps d'usage, et on dit c'est tant d'énergie. D'accord. Si vous prenez les fossiles, ils vont prendre en fait la quantité de charbon consommé en Angleterre ou dans un pays, dans une nation, et on va dire il y a tant de milliers ou de millions de joules dans une tonne de charbon. D'accord. Mais en fait, ce faisant, on néglige un truc quand même qui est super important et qui me semble extrêmement problématique dans tous ces calculs-là, c'est que le rendement énergétique des machines à vapeur est absolument désastreux. Donc on compare en fait on met ensemble avec cette métrique énergétique des choses qui n'ont rien à voir. Vous voyez que cette manière de compter l'énergie, c'est pas que le charbon, évidemment, ça augmente l'énergie disponible, c'est évident, mais la manière de compter ça augmente cet effet-là, artificiellement, le rend plus important qu'il ne l'est réellement. Est-ce que je suis clair? Tout simplement parce que le rendement énergétique des machines à vapeur, c'est 3% en gros, dans les années 1820-1830, au moment où vraiment on commence à utiliser des machines à vapeur en Angleterre. Ce n'est pas grand-chose en fait. C'est un très mauvais rendement. Alors je simplifie un peu trop parce que les historiens prennent en compte des rendements énergétiques aussi pour les moulins. Ils disent un rendement d'un moulin, c'est 70%. Et donc, ils vont multiplier d'un facteur 1,3, si vous voulez, l'énergie vraiment pour essayer d'un peu prendre en compte cette efficacité énergétique des moulins. Mais de fait, vu que les rendements énergétiques n'ont rien à voir, en fait, il y a un biais qui produit cette impression spectaculaire de croissance énergétique. Alors, je voudrais, je n'ai pas regardé l'heure, mais je voudrais avancer quand même dans mon argumentaire. Ce que les historiens montrent aussi, c'est à quel point, en fait, l'industrialisation au 19e siècle repose dans plein de pays, à part le cas anglais qui est assez bizarre, dans plein de pays, ça repose sur l'hydraulique. Sur les États-Unis, c'est assez clair. Dans les années 1870, encore, l'essentiel de l'énergie, c'est de l'hydraulique. Et c'est d'ailleurs des turbines extrêmement perfectionnées et massives et industrielles, qui sont produites d'ailleurs, pour faire ce genre de choses, il y a sans doute besoin de charbon, ce genre de sidérurgie. Les historiens expliquent aussi à quel point la voile joue un rôle fondamental dans le commerce des marchandises jusqu'à la fin du 19e siècle, que les bateaux à vapeur servent surtout à transporter des passagers et certainement pas très peu des marchandises. Et l'éolien aussi a joué un rôle hyper important dans certains domaines. Ça, c'est une représentation de l'exposition universelle de Chicago de 1893, où il y a plein de différents modèles d'éoliennes, mais c'est parce que l'éolien, c'est une filière industrielle à cette époque-là aux États-Unis. En particulier dans les grandes plaines du Midwest, il y a 6 millions d'éoliennes à la fin du 19e siècle qui activent autant de puits et qui ont eu un rôle historique énorme, puisque c'est ça qui a permis, si vous voulez, la mise en culture du Midwest avec l'irrigation et la possibilité de pomper de l'eau pour abreuver les bestiaux. Et si vous voulez, l'ouverture du Midwest, l'ouverture agricole du Midwest est vraiment l'un des plus grands événements en termes agricoles au 19e siècle. Donc voilà, je dirais que l'historiographie maintenant a plutôt tendance à essayer d'étudier d'autres choses, évidemment, que le charbon et la machine à vapeur. Et quand on étudie ces autres choses, on voit qu'il se passe des choses extrêmement importantes, très modernes d'une certaine manière. Si vous voulez, l'éolien, l'hydraulique, ce n'est pas de la persistance de l'ancien. Ça, c'est souvent comme ça qu'on a tendance à raconter l'histoire, que ce serait en fait des choses un peu anciennes qui auraient perduré jusqu'à disparaître lamentablement. En fait, non, ça se modernise très fortement au cours, surtout à la fin du 19e siècle. Sur la force musculaire aussi, ça c'est un exemple que je trouve assez parlant. Le plus haut bâtiment de Manhattan en 1908
c'est le bâtiment de l'entreprise Singer, qui est donc une entreprise de machines à coudre, qui est d'ailleurs elle-même très moderne, qui utilise le marketing, qui a plein de stratégies de vente assez innovantes et fondamentalement nouvelles. Et c'est une entreprise très puissante qui construit le plus haut building de Manhattan. Alors, sur le point sur lequel maintenant je voudrais vraiment insister, c'est que, à mon avis, il faut vraiment reprendre la question d'énergie en se décentrant de cette notion de transition et en regardant autre chose. Ce n'est pas que ce soit faux, cette transition. Dans certains secteurs, il y a des transitions. Si vous prenez par exemple la marine, la marine à vapeur versus la marine à fuel, là, il se passe une transition. Dans les années 20-30, les bateaux à vapeur disparaissent et sont remplacés par des bateaux qui fonctionnent avec des moteurs diesel, parce que le rendement des diesels est absolument aucune comparaison, c'est plus simple à utiliser, etc. Donc, il y a des secteurs et des transitions. Mais ce faisant, il y a énormément d'autres secteurs où, plutôt que des transitions, on a des symbioses. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, je vous ai dit, selon les historiens anglais de l'énergie, le bois ne jouerait plus aucun rôle dans le mix énergétique britannique à partir du milieu du 19e siècle. Pourtant, si vous prenez les chiffres de la consommation de bois des mines, les étais, toutes ces poutres et ces charpentes qui servent à étayer les mines, on arrive en 1913, au moment du pic du charbon britannique, pic d'extraction, on arrive à 4,5 millions de tonnes de bois qui part dans les mines. Ces 4,5 millions de tonnes, c'est beaucoup plus, c'est environ une fois et demie de plus que ce qu'on estime être le pic du bois à brûler en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que l'Angleterre utilise plus de bois pour l'énergie en fait en 1913 qu'elle en utilise en 1750. Donc, vous voyez que ce genre de graphique où le bois a entièrement disparu, ça repose sur des conventions. On n'a pas pris en compte, par exemple, le bois qui part dans les mines. Et je dirais qu'il y a tout plein de systèmes technologiques de la révolution industrielle qui, en fait, on a l'impression que c'est un monde de charbon et d'acier, mais c'est en fait un monde de charbon, d'acier et de bois. Les chemins de fer auraient très bien pu s'appeler des chemins de bois. J'ai regardé des chiffres pour les États-Unis. À la fin du 19e siècle, l'énorme réseau ferré américain consomme plus de bois pour les traverses, pour la maintenance de ces voies, qui ne consomment de bois pour les rails et les locomotives. En outre, les locomotives américaines, elles brûlent beaucoup de bois en vérité pour se déplacer encore à la fin du 19e siècle. Et puis, la sidérurgie américaine, elle fonctionne au bois jusque dans l'entre-deux-guerres. Pas que au bois, mais il y a encore une forte sidérurgie au bois qui vraiment s'affaisse complètement dans les années 1920, qui disparaît dans les années 1900 parce qu'il y a des progrès dans l'usage du charbon pour les hauts fourneaux. Et le fer, l'acier produit par la sidérurgie au bois est considéré comme de meilleure qualité parce qu'il y a moins de soufre, de phosphore, c'est un acier qui est moins cassant et c'est précisément celui qui est favorisé pour la production des locomotives, pour les essieux, pour les chaudières, etc. Donc, si vous voulez, un chemin de fer, en fait, c'est énormément de bois. Des calculs qui sont faits par les conservateurs, ceux qui se préoccupent de conservation forestière, ils estiment que ce serait près de 10% de la surface des forêts américaines qui passerait dans le système ferroviaire. Les mines aussi, c'est énormément de bois, c'est à peu près 2/3 de ce que je vous ai dit pour les chemins de fer. Donc, vraiment, il faut penser, à mon avis, l'histoire de l'énergie, non pas sous une forme de transition d'un passage d'un système à un autre, transition d'un truc qui serait organique à un système qui serait minéral. Ça, c'est vraiment une illusion, à mon avis, qui vient en fait de la manière dont on a raconté l'histoire des techniques depuis la fin du 19e siècle. En fait. Si vous prenez aussi, par exemple, j'avais regardé le nombre de machines à vapeur. Il y a beaucoup plus en France, en 1900, il y a beaucoup plus de machines à vapeur dans l'agriculture que dans les mines ou dans l'industrie textile. Les machines à vapeur, ça sert d'abord à battre du grain, etc. Ça sert à faire tout plein de travaux agricoles, beaucoup plus qu'à extraire, à vrai dire, des minerais ou à tisser des tissus. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment le point important, je pense, c'est insister sur la synergie plus que sur la transition. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les cours. Ce n'est pas une grande découverte, il suffit de regarder un petit peu ce que racontent les forestiers à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Ça, c'est la consommation de bois d'œuvre en Angleterre entre 1840 et 1930. La consommation en valeur absolue est multipliée par 6. Et si on prend en compte la croissance de la population par tête de pipe, c'est multiplié par 3. Donc, vous voyez que pour une sortie de l'économie organique, on peut faire mieux, quoi.
Et évidemment, la consommation de ce bois, c'est ce dont je vous ai parlé, quoi. C'est les poteaux de mine, le papier aussi, qui est une technologie intéressante, parce que le papier, ça consomme énormément de bois. Alors, les premiers postes de consommation de bois, c'est la construction, en 1, je dirais d'assez loin. Non, pardon, excusez-moi, l'énergie, malgré tout, au niveau mondial, ça reste l'énergie de très très loin. En 2, c'est la construction. Et en 3, c'est le papier. À partir de l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le papier qui devient une très forte, surtout dans les pays riches, très fort consommateur de bois. Le papier, c'est intéressant parce que ça augmente la production de bois. Pourquoi? Parce que pour faire du papier, en fait, on peut utiliser à peu près n'importe quel bois. Et en particulier, le papier, ça permet de valoriser des résineux qui se trouvent au Canada et dans les pays nordiques, qui n'étaient pas du tout valorisés auparavant, ou peu valorisés auparavant, parce que c'est des bois clairs qui sont très bien pour faire du papier. Ça permet d'utiliser des bois beaucoup plus jeunes, donc ça permet des rotations plus rapides. Donc, si vous voulez, on a des technologies industrielles qui reposent fondamentalement sur le bois et qui accélèrent la production de bois. Et puis, il y a toutes les technologies d'attaque. Alors, c'est surtout avec le pétrole que ça arrive, mais pensez à la tronçonneuse, aux engins forestiers, ça fait exploser en fait la production de bois au cours du XXe siècle. Des exemples de synergie, il y en a entre le bois et le charbon, entre le charbon et le bois, je devrais plutôt dire, donc ça j'en ai déjà parlé, mais il y en a aussi énormément entre le pétrole et le bois. Un exemple que je trouve assez amusant, c'est les tonneaux. La production de tonneaux explose d'un seul coup à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis produisent beaucoup de fois plus de tonneaux que la France ou que les grands pays viticoles. Pourquoi? Pour transporter du pétrole. Et même quand le baril en fer commence à s'imposer, donc c'est surtout à partir de la Première Guerre mondiale, mais en fait, le baril en bois ne disparaît pas. Et encore dans les années 30-40, on transporte du pétrole, en particulier pour le dernier utilisateur, on transporte du pétrole avec des tonneaux en bois. Et le tonneau est vraiment une technologie qui se massifie, si vous voulez, aux États-Unis à la fin du 19e siècle et qui se développe encore dans l'entre-deux-guerres. En 1945, il y a les tonneliers américains demandent des aides auprès du gouvernement américain parce qu'il y a une baisse de la production de tonneaux, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on avait besoin d'énormément de tonneaux. Et les tonneliers américains disent le tonneau est un objet stratégique, parce qu'en cas de guerre, on a besoin de transporter. Le tonneau, c'est un contenant universel. Ça ne sert pas que à transporter du pétrole ou du vin, ça sert à transporter énormément de marchandises diverses et variées, des produits chimiques, etc. Donc vous voyez que une fois encore, c'est plutôt une synergie là. De même, si vous prenez la synergie, une synergie qui est très importante, c'est la synergie pétrole-charbon. Il y a une sorte de cliché qui se met en place dans la littérature technologique qui serait de dire, dans les années 10-20, c'est de dire, enfin, c'est pas dans la littérature technologique, plutôt chez les journalistes. Le 19e siècle avait été l'âge du charbon, le 20e siècle sera l'âge du pétrole. Donc ça, c'est vraiment un cliché journalistique dans les années 10-20, au début de l'automobile en Europe. Et tous les experts vous disent non, mais c'est n'importe quoi, ça. Évidemment, la consommation de pétrole augmente la consommation de charbon, tout simplement parce que le pétrole et le charbon sont faits sur des marchés assez différents. Le pétrole, ça sert à faire tourner des voitures, à faire avancer des voitures. Le charbon reste la grande énergie industrielle. Et d'ailleurs, vu que le pétrole coûte plus cher, c'est bien de le concentrer vers ces usages plus rémunérateurs. En outre, le réseau automobile consomme énormément de charbon. Il y a des calculs qui sont faits par des ingénieurs dans les années 30. Les experts de l'entre-deux-guerres sont vraiment excellents sur ces questions-là. Il suffit de les lire, je dirais, pour avoir énormément d'informations. Ils expliquent que, par exemple, dans chaque tonne de pétrole en Angleterre nécessite 2,5 tonnes de charbon. Parce que l'infrastructure pétrolière, je sais pas, les grands réservoirs, les tankers, et puis les automobiles consomment énormément de charbon. Un ingénieur français calcule que pour produire une voiture en France dans les années 30, il faut 7 tonnes de charbon, parce qu'il y a de l'acier, etc. Et 7 tonnes de charbon, c'est à peu près autant, si vous voulez, la voiture, dans tout son usage, tout son cycle de vie, va consommer aussi 7 tonnes de pétrole. Donc, une voiture, c'est autant de charbon que de pétrole. Il faudra aussi rajouter toute la maintenance des routes qui repose sur du ciment, qui repose uniquement sur du charbon. Donc, une fois encore, évidemment, plus on consomme de pétrole, plus on consomme de charbon. Alors, je ne sais pas combien ça fait de temps que je parle, mais peut-être que je pourrais prendre des questions, des remarques avant, soit de faire un autre argument, soit je passe aux questions. Je préfère, en fait, c'est plus intéressant. Oui, donc effectivement, on peut passer aux questions. Alors, traditionnellement, on prend… J'ai le soleil en pleine tête aussi. on prend 5 minutes.
On va faire une pause de 5 minutes, le temps que je récupère les questions et puis que chacun puisse boire un café et faire une petite pause. Donc, on fait une pause de 5 minutes et on Ok, reprend dans ça 5 marche. minutes. Ok. À tout de suite.